Brian Molko, est-ce qu'un groupe de rock comme Placebo, qui a une image très forte, peut ou doit tenir compte de la mode? Je veux dire, est-ce que cette image, elle est là pour accentuer la musique que vous faites, pour la déformer, l'exagérer, pour mieux faire passer ce que vous avez envie de dire? Moi, j'ai toujours trouvé que j'ai toujours été attiré par des groupes ou des artistes qui avaient des images fortes, mais et c'est nécessaire, si on a une image forte, d'avoir de la musique qui est aussi forte, aussi sophistiquée et aussi complexe pour la soutenir. Sinon, on devient quelque chose comme Milli Vanilli. Euh, on devient un triomphe de style au-dessus de la substance. D'avoir d'être dans un groupe rock qui donne tout, qui donne une image forte, la musique forte, de l'intelligence, une philosophie et de la passion. C'était, je suppose, l'idée quand on a commencé. Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que, au contraire, cette histoire d'image, ça correspond à quelque chose, disons, de plus fondamental, quelque chose que vous portiez en vous, disons, depuis l'adolescence? Je suppose, j'ai toujours été attiré par la scène depuis l'âge de 11 ans. J'ai commencé à faire des pièces à l'école et puis faisais partie d'un groupe d'art dramatique amateur au Luxembourg. Et alors je pensais toujours que je serais quelque part sur scène. Votre question, c'était quoi encore? C'est que aussi à l'adolescence, est-ce que vous aviez déjà ce souci de l'image très fort? Est-ce que l'image forte de Placebo, ça correspond aussi à vous? Oui, je pense. Ouais. Et on a toujours été attirés par la mode, mais et il nous fallait peut-être 4 ou 5 ans pour avoir assez de fric pour acheter des belles fringues. Brian Molko, vous êtes américain. Qu'est-ce que vous foutiez au Luxembourg quand vous étiez petit? C'est une bonne question. Je suis un Américain qui n'a jamais vécu aux États-Unis. Mon père est français et italien. Ma mère est écossaise. Ils se sont rencontrés dans les années 60 à New York. Ils se sont mariés, ils ont eu mon frère là-bas. Et puis, 10 ans plus tard, quand le latex s'est cassé, voilà, j'ai apparu. Vous êtes un accident de latex? Oui, je pense, ouais. Et mon père est encore banquier. Alors, on s'est retrouvés au Luxembourg. J'ai passé un petit peu de temps au Liban et en Libérie, en Afrique. Et c'est parce que je suivais mon père partout dans les endroits où c'était où il y avait plein de banques. Et le Luxembourg, il y a que des banques, c'est tout. Ça vous plaisait, étant petit garçon, cette vie comme ça de déplacement, de voyage? Je pense que ça m'a préparé un petit peu pour la tournée, pour cette idée de troupe de cirque qui voyage partout. Et avec les mêmes gens et qui font un spectacle. Mais est-ce que ça vous paraissait pas étrange étant petit garçon? Est-ce qu'on disait dans votre famille que vous étiez américain, que vous étiez une famille américaine et vous connaissiez pas ce pays, l'Amérique? J'ai jamais senti patriotique et j'ai pas de sentiment nationalistique. Et on se sent comme un groupe. Placebo se sent pas comme un groupe britannique. Il y a un mec de Manchester, un mec de la Suède et un mec qui sait pas vraiment d'où il vient. Alors, je pense que on se considère plus comme un groupe européen. Et la chose qui était positive avec le Luxembourg, c'est que il y a une communauté très internationale à cause du Parlement, etc. Et alors j'ai grandi avec plein de potes qui étaient de plein de nationalités différentes. Alors je pense que un très jeune âge, ça m'a ouvert à des cultures différentes, à des traditions différentes, et ça m'a beaucoup appris.
Et ça apprend la tolérance et la compréhension des autres. Et je trouve que c'est très important. C'est pas très très ennuyeux le Luxembourg? Il y a pas grand chose à faire. C'est un petit peu. Mais le Luxembourg, c'est un endroit étrange parce que c'est un petit peu comme la série télé de David Lynch, Twin Peaks. Parce que c'est vraiment c'est comme ça parce que et sur la surface on pense vraiment qu'il n'y a rien qui se passe et puis quand on va en dessous de la surface il y a des folies, vraiment des folies. Mais il y a des meurtres comme dans Twin Peaks, vous pensez? Il y Oui. a Laura Palmer, vous pensez au Luxembourg? Oui, bien sûr. Il y a des femmes à la bûche? Il y en a plusieurs. Vous parliez de David Lynch, vous l'avez souvent cité dans des entretiens, David Lynch. Est-ce que ça vous a servi, les films de David Lynch, là vous parlez de la série télé Twin Peaks, justement à forger votre image, ou est-ce que vous avez pensé qu'en voyant les films de David Lynch, c'est comme si vous rencontriez des amis? J'ai trouvé son surréalisme, son côté surréalisme fascinant. Et le fait qu'il explorait la culture américaine et tout ce qui était un petit peu étrange avec la culture américaine, parce que l'Amérique elle projette une image de respectabilité et de liberté et de force. Et en fait, c'est assez chaotique ce qui se passe là-bas. Alors, je trouve que son point de vue sur les États-Unis, c'était quelque chose de très profond. Mais il y a quelque chose de plus aussi dans le cinéma de David Lynch qu'on retrouve dans votre musique. Il y a une sorte, vous avez dit le chaos, moi je dirais peut-être l'excès, mais un excès très contrôlé. C'est important de contrôler l'excès, c'est très important. Alors justement, dans le dernier album, dans Black Market Music, en fait, pourquoi ça s'appelle Black Market Music? Musique de contrebande ou de marché noir? Pour deux raisons. C'est pour créer l'idée du mystère, que ce serait peut-être de la musique qui serait interdite, de quelque chose qu'il faudrait acheter sous le comptoir. Mais c'était aussi on savait très très bien qu'avant l'album allait sortir officiellement, qu'il serait déjà sur le marché noir. Alors c'était un petit peu un clin d'œil de ce qui se passe en ce moment avec la musique sur l'internet. Qu'est-ce que vous en pensez de ces histoires de piratage, de musique mise à disposition comme ça gratuite? Pour moi c'est assez simple. Nous ne sommes pas tous Metallica, nous ne sommes pas tous Céline Dion. Heureusement. Heureusement, oui. Alors, on n'a pas, tous les musiciens n'ont pas des milliers de dollars dans la banque. Et il y a beaucoup de gens qui dépendent de leur musique pour avoir un toit et pour avoir quelque chose à manger le soir. Et si vous voulez pas supporter, si vous voulez pas aider vos groupes préférés, en achetant leur musique, vos groupes préférés ne pourront plus vivre de leur musique, alors ils pourront plus faire de la musique. Alors dans Black Market Music, on va parler de deux chansons parce qu'on a l'impression qu'elles sont reliées par des tunnels étranges. C'est Special K, vous décrivez les effets de cette drogue. Le Special K est une drogue. Et puis il y a une autre chanson qui s'appelle Commercial for Levy, où là au contraire, vous adressez, mais alors à qui? Peut-être vous adressez à vous-même et vous répétez ne meurs pas, s'il te plaît, ne meurs pas. Est-ce que vous vouliez qu'il y ait cette dualité-là, c'est-à-dire d'une part, pas du tout une éloge d'une drogue, mais une description des effets de cette drogue, le Special K, et puis comme une redescente de drogue, où d'un seul coup, vous avez l'impression que vous redescendez sur Terre. On a l'impression que d'un seul coup, et c'est nouveau, en tout cas avec Placebo, que vous avez un propos politique. C'est vrai. Cet album, c'est notre album le plus politique. Sur Without You I'm Nothing, il y avait une chanson qui s'appelait Allergic, qui était notre première chanson politique avec un groupe. Et avant, on était concerné vraiment avec la politique sexuelle, plutôt pas que la plus grande politique. Special K n'est pas une chanson qui parle de la drogue. C'est vraiment une chanson d'amour.
ça compare l'effet de monter, quand on monte sur des substances contrôlées, ça compare cet effet-là à le coup de foudre. Mais le moral de l'histoire, c'est que tout ce qui monte doit redescendre. Un jour. Doit redescendre. Mais avec Commercial for Levi, c'est dirigé vers moi. Il y avait des moments dans ma vie où j'ai fait des choix de lifestyle assez mauvaises. Et il y avait des amis proches qui m'ont dit, écoute, t'es mon pote, je t'aime. Et si tu continues à faire ce que tu fais, là, tu vas pas être sur cette terre pour beaucoup plus de temps, pour très longtemps. Et alors, je trouve que c'est très important d'avoir des amis comme ça. Et particulièrement quand on devient un personnage public, c'est très important de garder les amis qui étaient vos amis avant que vous êtes devenus cette chose, cette chose qu'on peut acheter. Mais cette chanson, elle peut être prise aussi comme si vous vous adressiez aux gens qui vous écoutent et qui seraient aussi éventuellement des amis d'écoute. Exactement, prenez soin de vous. C'est ça le truc, c'est Commercial for Levi n'est pas une chanson anti-drogue, ce n'est pas une chanson pro-drogue non plus. Je dirais que c'est une chanson pro-modération. Est-ce que vous n'avez pas envie, Brian Molko, il y a un poète français qui a dit l'idéal c'est de reproduire ou de produire les effets de la drogue mais sans se droguer. Ça serait bien. Je pense la chose qui, pour moi, qui est plus comme une drogue, c'est être sur scène, vraiment. Des fois, c'est mieux que le sexe. Est-ce que pourquoi vous appelez ça Commercial for Levi? Qui est Levi? Levi, c'est notre ingénieur de son. Ah bon, ça n'a rien à voir avec la publicité pour une célèbre marque de blue jeans. Non, c'est un petit jeu de mots, ouais. Ouais, donc c'est une petite publicité pour quelqu'un que vous connaissez. Ouais, pour un ami. On va l'écouter si vous voulez bien.